Un grand bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Axel Pignon, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Axel. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors, content de te retrouver aujourd'hui Axel, vraiment. Et donc du coup, au programme donc de la journée, enfin de la matinée plus exactement, nous allons commencer avec les principaux mouvements de la semaine, peut-être avec un point d'attention sur deux sujets, notamment peut-être les actions chinoises et puis les taux à 10 ans. Oui, on a eu la semaine dernière, alors si on regarde un peu les actions, on a eu des très fortes disparités entre les régions. Et quelque chose de assez inhabituel, c'est qu'on a eu une forte surperformance des actions chinoises et une forte sous-performance des actions américaines. Alors, le pourquoi du comment. D'abord, sur les actions américaines, ce qui a pénalisé les actions américaines sur la semaine, c'est la réunion de la Réserve fédérale qui était très attendue, qui a été au centre des préoccupations des investisseurs la semaine dernière. Sans surprise, la Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base. Il s'agit déjà de la 4e hausse de taux consécutive de 75 points de base de la part de la Réserve fédérale. Et ils ont laissé la porte ouverte à une potentielle réduction de l'ampleur des prochains resserrements pour les prochaines hausses à compter de décembre. Parce que leur objectif, c'est de prendre en compte les décalages de l'impact de la politique monétaire que ça peut avoir sur l'activité économique. Donc ils ne voudraient pas faire trop vite, trop fort et en fait se rendre compte avec du retard qu'il y a des effets qui sont très très néfastes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant la conférence de presse, qui suit toujours l'annonce de la hausse des taux, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a adopté un ton qui était plutôt dur. Il a souligné que le taux terminal, donc c'est le taux jusqu'où la Réserve fédérale devrait monter ses taux d'intérêt, pourrait être supérieur à ce qui est aujourd'hui attendu par le marché. Et donc, on est arrivé sur une nouvelle assez négative qui a précipité à la baisse les actions américaines. En contrepartie, on a eu cette belle hausse des actions chinoises. Alors, cette hausse des actions chinoises, elle est due à des spéculations sur une possible détente des mesures anti-Covid. Vous le savez, on en a parlé de nombreuses fois ici. Les mesures de restriction pour le Covid sont encore extrêmement sévères en Chine. Et là, on pourrait avoir des bonnes nouvelles concernant une possible détente de ces mesures et donc une bonne nouvelle pour les actions chinoises la semaine dernière. Et au milieu de tout ça, on a eu les actions européennes qui ont affiché leur 3e semaine de hausse consécutive. Parce qu'à l'inverse de la Réserve fédérale américaine, la BCE avait déclaré il y a 2 semaines qu'elle allait ralentir le rythme des hausses des taux. Donc on a un sentiment des investisseurs qui était un petit peu plus positif en Europe la semaine dernière qu'aux États-Unis. Si maintenant on regarde les taux d'intérêt et les emprunts d'État notamment ont continué, eux, d'être en hausse. Les taux d'intérêt américains, sans surprise, c'est le même effet que sur les actions. C'est les actions de la Réserve fédérale et le ton qui a un peu surpris les marchés de Jérôme Powell, qui était un petit peu plus dur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les taux courts qui ont atteint vendredi un plus haut de 15 ans, au-dessus de 4,75%. Donc, fort mouvement sur les taux courts et même les taux longs ont eux aussi monté sur la semaine. En Europe, pareil, on a vu un fort mouvement de hausse des taux. Aujourd'hui, les rendements des obligations d'État européennes sont à des plus hauts de 11 ans. Et ils ont notamment été poussés à la hausse par des données d'inflation, et on va y revenir, qui ont été assez élevées en Europe et donc poursuivent de mettre une pression sur les taux d'intérêt. Et enfin, si on regarde les matières premières, alors le mouvement des matières premières est lié à ce qui s'est passé sur la Chine, parce qu'une potentielle réouverture de la Chine va être positive pour la demande de matières premières, et donc ce qui fait qu'on a eu un prix, notamment le prix du pétrole, qui est monté sur la semaine. Alors, à présent, passons justement donc, à la suite de la présentation avec du coup l'actualité macroéconomique. Et là, tu as voulu faire justement donc, pour aujourd'hui un zoom sur l'inflation diffuse au sein de la zone euro. Alors oui, donc la semaine dernière, on a eu le chiffre d'inflation en zone euro. Et donc je trouvais que c'était un bon moyen de regarder ensemble un peu la décomposition des sources d'inflation en Europe. Donc le chiffre qui a été annoncé lundi de la semaine dernière, c'est un chiffre qui a atteint un nouveau record, 10,7% en octobre. On avait 9,9%
au mois de septembre. Et désormais, on a 11 des 19 pays membres de l'euro qui ont une inflation qui dépasse 6%. Donc c'est énorme. La France, elle, continue d'avoir une inflation une des plus basses de la zone euro grâce au bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, notamment sur les prix de l'énergie. Mais on a quand même en France une inflation qui est à 7,1%. Quand on regarde la décomposition là, qu'on voit sur ce graphe-là, on a toutes les composantes de l'inflation qui sont en hausse. Aujourd'hui, on le sait, l'inflation, elle est majoritairement soutenue par les composantes les plus volatiles, c'est-à-dire la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix alimentaires, et on le voit sur le graphique sur votre écran, c'est les parties en rouge et en vert. Mais ce qui inquiète davantage, c'est que l'inflation due, au-delà de l'inflation due à l'alimentaire et à l'énergie, on a une sous-composante qui s'appelle l'inflation cœur et qui prend en compte des choses beaucoup moins volatiles. Et le problème, c'est qu'une fois que l'inflation cœur, elle monte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à faire retomber. Et c'est cette inflation cœur qui inquiète les banques centrales. Et on le voit sur ce graphique, toutes les composantes de l'inflation cœur, donc toutes les composantes du bas, sont elles aussi en hausse. Et donc c'est pour ça que la Banque centrale européenne a été aussi agressive sur sa remontée des taux. Mais on le sait, les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, est assez limitée dans sa capacité à combattre cette inflation, parce que les hausses de taux qui est en train de pratiquer la Banque centrale européenne fait peser un risque sur la solvabilité des États et sur la stabilité financière. Et on a vu ce risque, on en a déjà parlé avec le Royaume-Uni. Alors, donc à présent, nous passons au message justement de la semaine qui est en relation avec la saison des résultats des entreprises. Et a priori, cette saison montre des premiers signes de ralentissement de l'économie. Exactement. Sur les 3 dernières semaines, ce qu'on a eu, c'est les publications de résultats des entreprises. Et ça, c'était quelque chose qui était très attendu par les investisseurs actions, parce que depuis le début de l'année, les investisseurs actions, ils étaient majoritairement influencés par les données d'inflation et les banques centrales. Donc c'était un peu important de voir si la boussole des investisseurs actions, qui sont les résultats d'entreprise, voir ce que ça nous disait. Ce qu'on a eu à la fin de la semaine dernière, on a eu 80% des sociétés du S&P qui avaient publié leurs résultats et 60% des sociétés du stock 600. Donc on avait déjà une bonne image à la fin de la semaine dernière sur où est-ce qu'on en était du point de vue des résultats. Et il y a trois principaux points, selon moi, à retenir de cette saison des résultats. Le premier, c'est que les bénéfices du 3e trimestre semblent un petit peu moins mauvais que prévu au premier regard, mais c'est très important de ne pas tirer de conclusions hâtives. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs étaient préparés à un flot de mauvaises nouvelles pour cette publication de résultats. Et dans l'ensemble, on a eu des résultats qui sont avérés meilleurs qu'anticipés initialement. Cependant, on pense que cette saison des résultats, elle reflète pas tout à fait le ralentissement économique vers lequel on se dirige, ni les effets de la persistance de l'inflation. En effet, parce que ce qui se passe, c'est que les résultats du 3e trimestre, ils regardent le passé et donc ils ne reflètent pas encore la détérioration des indicateurs macroéconomiques qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, ce qui intéresse quand on a des données qui sont passées, c'est ce que vont dire les managements des entreprises concernant le futur, qu'est-ce que, lors des conférences de presse, elles mentionnent. Et on a été assez surprises parce que toutes les équipes dirigeantes des entreprises auxquelles on parle se sont avérées beaucoup moins claires concernant les perspectives futures que d'habitude, qu'elles sont d'habitude. D'habitude, elles nous donnent des perspectives à 3 à 6 mois. Et là, aujourd'hui, elles ont toutes dit qu'elles avaient un clair manque de visibilité sur ce qui va se passer. Donc, on peut en conclure que les effets de la récession économique et du resserrement des conditions financières, ils devraient apparaître dans les résultats des entreprises avec un certain décalage. Et il est évident qu'avec les perspectives, ou plutôt l'absence de perspectives que les entreprises nous ont partagées, on voit que dans l'ensemble, les entreprises se préparent à une année 2023 qui va être difficile. Une deuxième conclusion de cette saison des résultats, c'est que le consommateur américain semble particulièrement résilient dans le contexte actuel. On l'a vu avec notamment les résultats d'Amazon, parce que même si les résultats d'Amazon ont été décevants dans l'ensemble, et je vais y revenir, on a vu une certaine résilience de la part du consommateur américain chez Amazon, où on a vu des ventes Amérique du Nord en hausse de 20%
en glissement annuel, contre seulement 10% au trimestre d'avant. Et par contre, ce qu'on a vu chez Amazon, c'est que si le consommateur américain s'en est bien sorti, ça n'est pas du tout le cas du consommateur européen et du consommateur britannique qui, lui, souffre de ce ralentissement de la croissance et de cette inflation. Mais ce qu'on voit, c'est que le fait que le consommateur américain s'en sorte bien, ça a été mentionné par Amazon, mais ça a aussi été mentionné par plusieurs grandes entreprises américaines, notamment dans le secteur financier. On a eu des entreprises de cartes bancaires comme Mastercard et Visa qui ont donné la même conclusion. Et on voit que, bah, on en a parlé plusieurs fois ici, hein, ce consommateur américain qui continue de consommer, qui continue d'alimenter l'inflation, c'est un petit peu le point noir de la réserve fédérale et la raison pour laquelle, elle continue d'être très agressive dans ses hausses de taux. Donc on a vraiment ce qui est intéressant quand on regarde les publications de résultats, c'est qu'on a une confirmation de ce qu'on voit au niveau macroéconomique via les entreprises. Alors, tu parlais justement donc, des entreprises des entreprises technologiques. C'est du coup ton focus microéconomique. Et la question très fondamentale que tu te poses, c'est assiste-t-on à la fin du règne des GAFA? Oui, bah, en fait, les projecteurs ont vraiment été braqués sur les méga capitalisations technologiques parce qu'on le sait, elles exercent une influence absolument démesurée sur les marchés. Et Alphabet, donc qui est Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, elles représentent à elles seules 20% de l'indice. Et en moyenne, leurs actions, elles ont baissé de 9% le jour de la publication de résultats. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a fait beaucoup bouger les marchés actions sur les 2 dernières semaines. Et d'habitude, on a été habitué sur les dernières années que bah, ces entreprises du secteur de la technologie, elles ont été toujours plutôt relativement isolées de l'environnement macroéconomique. Cependant, ce qu'on a vu ce trimestre, c'est que bah, ces grandes entreprises, elles ont été parmi les premières à confirmer les craintes d'un ralentissement économique. Il y a plusieurs segments, hein, des entreprises technologiques qui ont montré les premiers signes de fissures, des signes de fissures qui sont liés à la baisse du moral des consommateurs et des fissures qui sont liées à l'affaiblissement des perspectives d'investissement de la part de certaines entreprises. Si on regarde par exemple une entreprise comme Google, YouTube, la chaîne de vidéo appartient à Google et c'est un segment qui est extrêmement exposé à tout ce qui est dépenses publicitaires. Et ils ont mentionné que, bah, voilà, YouTube sur le trimestre avait souffert de la baisse des dépenses, publicitaires. Si on regarde Microsoft, eux, ont dit qu'ils avaient vu des difficultés venir, enfin, à cause de, la baisse des budgets informatiques des entreprises. En effet, les entreprises perçoivent des mois plus difficiles, donc qu'est-ce qu'elles font? Bah, la première chose qu'on fait, c'est couper ses dépenses marketing, donc la pub, et couper ses dépenses informatiques, ce qui va pénaliser les entreprises de cloud comme Microsoft. Et c'est intéressant, je parlais d'Amazon tout à l'heure. Amazon, c'est vraiment ils ont une division consommateur qui est le e-commerce et une division cloud qui reflète plutôt les investissements des entreprises. Et ils ont bien mentionné que sur les 2 volets, ils voyaient, une faiblesse, s'accroître. Donc encore une fois, très intéressant. Mais ce qui a intéressé surtout les marchés, au-delà des potentiels de croissance, sur ces grandes entreprises GAFA, c'est la trajectoire des coûts. Jusqu'à maintenant, c'était des entreprises qui pouvaient dépenser sans compter parce qu'elles avaient une croissance très, très élevée, elles avaient, du cash qui rentrait et donc les investisseurs étaient là: «Je vous laisse faire, dépensez, ça va permettre d'innover et c'est bon pour l'avenir». Bah, aujourd'hui, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils disent: «Non, non, 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 l'environnement devient beaucoup plus difficile. Maintenant, il va falloir apprendre à contrôler ses dépenses». Donc, est-ce que c'est la fin des GAFA? Est-ce qu'on va vers un changement de paradigme? C'est vrai, au cours de la dernière décennie, investir dans ces géants de la tech, c'était vraiment le meilleur moyen pour les investisseurs de bénéficier d'une croissance des résultats qui était nettement supérieure à celle du marché, alors que la croissance mondiale, elle était plutôt rare. Parce que ces entreprises, bah, elles avaient un énorme avantage concurrentiel, elles avaient des trajectoires de croissance qui semblaient complètement inarrêtables, jusqu'à maintenant. Maintenant, on voit que les investisseurs ont changé d'optique. Ils passent d'une recherche de perspectives de croissance extrêmement attrayantes à long terme, souvent au détriment de la rentabilité financière à l'instant T, et ils privilégient la recherche de rentabilité à court et moyen terme parce que l'horizon devient moins clair. Et donc ce vrai changement d'esprit de la part des investisseurs, ça a été provoqué par le changement de ton des banques centrales,
par la fin de l'ère de l'argent facile, qui signifie la fin d'un financement sans condition pour ces géants de l'internet. Et donc on le voit, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réaction des cours de bourse, de Google, de Facebook après leur publication de résultats, ça a été la parfaite illustration de ce changement d'état d'esprit des investisseurs. Vous faites une belle croissance, d'accord, mais on voudrait surtout que vous fassiez attention à vos dépenses. Avec cette époque, des taux ultra bas qui est résolue, c'est clair que ces entreprises vont devoir s'adapter à un nouvel environnement. Au passage, je suis entièrement d'accord avec Denis, toujours aussi brillantes les analyses d'Axel. Merci énormément, Axel. On Merci. continue justement donc avec du coup ta minute pédagogique qui est en relation avec là ton analyse en fait faite sur les GAFA, c'est l'analyse d'une entreprise du point de vue de l'investisseur. Donc je te laisse commenter en fait ton tableau pour le coup. Oui, en fait, je voulais qu'on passe un petit peu de temps, tous ensemble pour, à travers cet exemple des GAFA dont on parle beaucoup, bah, essayer de voir, à quoi s'intéresse vraiment enfin, regarder les chiffres et à quoi s'intéresse vraiment un investisseur à action. Alors, on va s'intéresser ici aux fondamentaux des entreprises, aux résultats financiers, au-delà du bruit qu'on peut avoir dans les médias ou sur les marchés financiers. Pour juger une entreprise, les investisseurs ils comparent la valorisation, en général le ratio prix sur bénéfice, par rapport à la solidité financière de l'entreprise, à l'historique de croissance et aux perspectives futures. Et ici, si on regarde l'historique, alors d'abord, si on commence par la valorisation, c'est la première ligne du tableau. On voit que, alors, par référence, un indice S&P 500, donc l'indice américain, c'est 17 fois. Donc ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces entreprises se payent plus cher que le marché. Donc c'est-à-dire que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour détenir ces entreprises. Mais une prime, ça se justifie si on a 2 facteurs. D'abord, si on a une croissance qui est plus élevée que la moyenne du marché et qui est une croissance qui est régulière. Et ce qu'on voit sur les 2 lignes d'en dessous, c'est que oui, ces entreprises, elles ont effectivement été capables d'offrir une forte croissance avec une forte visibilité sur les dernières années, grâce notamment aux fortes barrières à l'entrée qu'elles ont pu mettre. Elles sont quasiment toutes en situation de monopole et donc ça leur a permis d'avoir une croissance extrêmement importante sur un marché adressable gigantesque pendant des années. Mais ce qu'on voit, c'est que sur un an, bah, la croissance a ralenti. La croissance, elle a ralenti parce qu'on a eu notamment l'effet post-Covid. C'est des entreprises qui ont vu des chiffres de croissance exploser pendant la période Covid. Et donc, arrivé en 2021-2022, eh ben, on a des comparaisons qui sont moins favorables et donc des chiffres d'affaires qui commencent à baisser. Et c'est cette baisse, notamment des chiffres de croissance sur un an, qui ont commencé à inquiéter les investisseurs. Mais au-delà de la croissance, ce qu'un investisseur va regarder, c'est la rentabilité. Et ici, j'ai voulu illustrer avec un ratio qui s'appelle la marge de trésorerie. Donc, c'est un ratio qui compare le flux de trésorerie. En fait, il mesure les liquidités qui viennent des activités d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires. L'idée, c'est de révéler l'efficacité avec laquelle une entreprise convertit ses ventes en cash. Et c'est un indicateur qui est en général assez fiable pour juger de la rentabilité d'une entreprise et de la qualité de ses bénéfices. Et le calcul est simple, hein, pour cette marge du flux de trésorerie d'exploitation, c'est calculé en divisant le flux de trésorerie d'exploitation par le chiffre d'affaires. Donc, concrètement, pour chaque dollar de chiffre d'affaires réalisé, combien l'entreprise est capable de générer de cash. Ce que ça nous dit si on regarde un peu l'historique, parce que là je vous ai donné un chiffre historique, c'est qu'une entreprise comme Google, elle est profitable déjà depuis 2 décennies. Des entreprises comme Meta, donc Facebook, a vu quant à elle, bah, sa rentabilité s'effondrer récemment, mais pas liée à un changement sur son activité principale. Sa rentabilité, elle s'est effondrée parce qu'ils ont commencé à faire des investissements absolument massifs dans le métaverse. Pareil sur Amazon, on a des chiffres de rentabilité qui sont en général faibles parce que l'investissement est prioritaire, notamment pour la division e-commerce, et donc ça fait baisser la rentabilité. Donc, on le sait, ces entreprises, si elles ajustent leur programme d'investissement, elles vont continuer à avoir une profitabilité extrêmement élevée, supérieure au marché, parce que cette profitabilité, elle repose sur des barrières structurelles à l'entrée qui sont fortes et par une structure très très innovante de la part de ces entreprises. Mais je le disais tout à l'heure, ces entreprises, elles investissent, mais aujourd'hui, les investisseurs sont de moins en moins enclins à payer pour ces investissements et à payer pour de la croissance au détriment de la rentabilité.
Donc la question que se pose tout le monde aujourd'hui, hein, c'est de savoir combien on est prêt à payer ces entreprises. Ouais. Alphabet, ça se négocie, autour de à peu près la valorisation du marché. 17 fois les bénéfices pour les 12 prochains mois, ce qui semble plutôt bon marché. Apple, bon, la question c'est est-ce qu'ils méritent une, prime parce qu'ils sont plus rentables que les autres? Et aujourd'hui, ils se payent 22 fois les bénéfices. Mais est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ça à l'approche d'une récession? Est-ce que si jamais les chiffres de croissance baissent à 5, ces entreprises peuvent aussi se payer aussi cher? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on sont en train de se poser les investisseurs. Est-ce que le modèle qu'elles ont, eu sur les 10 dernières années va pouvoir se répliquer sur les 10 prochaines? Et est-ce qu'on va être toujours capable de les payer plus cher que le reste du marché? C'est noté, Axel, c'est très clair, justement. Donc, on verra éventuellement ce que les prochains trimestres, pour le coup, nous indiquent. À présent, passons donc aux idées d'allocation avec un focus sur votre fonds d'investissement Carmignac Portfolio Grande Europe que nous avons bien entendu justement à la fois sur notre plateforme bourse, mais également dans notre offre d'assurance vie. Donc là, l'idée, c'est de faire le point sur les publications de résultats de quelques entreprises en portefeuille. Oui, voilà, je voulais rester sur la thématique des publications de résultats. Alors, vous le savez, on en a parlé de nombreuses fois. Dans Carmilla Grande Europe, vraiment, ce que recherche Marc Denham, le gérant, Ouais. c'est des entreprises qui ont non seulement une croissance attractive, mais aussi une rentabilité attractive. Donc il est clairement dans le thème de ce que cherchent les investisseurs depuis le début de l'année. Malheureusement, c'est des entreprises qui, en général, ont beaucoup souffert depuis le début de l'année parce que, bah, comme elles ont une croissance visible, élevée et une forte rentabilité, elles se payent avec une prime. Ouais. Hem, mais ce qu'on voit, c'est que, bah, en fait, avoir une croissance visible, une profitabilité et être extrêmement sélectif sur les fondamentaux, ça paye. Si on regarde plusieurs entreprises que Marc peut avoir en portefeuille, comme SAP, l'entreprise de logiciels allemande, qui est vraiment au milieu d'une transition, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire effectuer une transition des clients existants de son produit cœur vers une version cloud. Cette transition, elle est en bonne voie. Et l'entreprise a été capable au troisième trimestre de publier des résultats qui étaient plutôt positifs, hein, avec une hausse meilleure qu'attendue de son chiffre d'affaires trimestriel. Mais c'est une entreprise qui a montré un bénéfice en baisse parce qu'il y a eu une recul des ventes de licences de logiciels et une hausse des investissements. Et en fait, cette baisse des bénéfices, c'est le revers de la médaille de la transition. C'est-à-dire que c'est négatif à court terme parce qu'ils investissent pour effectuer cette transition vers le cloud, donc ça impacte la profitabilité à court terme, mais par contre, c'est extrêmement positif pour la profitabilité à long terme. Et donc c'est un peu ça que l'entreprise demande aux investisseurs: «Soyez patients, peut-être que je vais un peu détruire de profitabilité à court terme, mais c'est bon pour le long terme». On a eu aussi, si on regarde, on sort de la technologie, des entreprises comme Schneider Electric. Alors Schneider Electric, on les connaît pour les prises, mais ils offrent aussi des solutions qui améliorent l'efficacité et la performance environnementale des bâtiments et des usines. C'est des technologies qui sont pas très visibles, qui sont en général pas très sexy, mais qui ont, l'avantage d'être essentielles. General Electric, ils sont présents partout, dans les hôpitaux, dans les centres de données, dans les, réseaux urbains. Ils travaillent avec des entreprises comme Walmart, ST Microelectronics, Faurecia, enfin voilà, ils travaillent même avec la chaîne d'hôtels Hilton pour améliorer toute, l'efficacité énergétique de leurs hôtels. Et donc c'est une entreprise qui est en plein dans la tendance actuelle de la digitalisation et de l'économie d'énergie. Et bah, du coup, ça paye. Ils ont montré au troisième trimestre une croissance organique, de 14 qui a été, conduite non pas vraiment par une hausse des volumes, mais plutôt par une hausse des prix. Ils ont été capables de passer des hausses de prix dans cet environnement, donc c'est quelque chose de positif. Et ils ont dit que voilà, la tendance continue à se maintenir. Ils maintiennent leurs perspectives pour 2022, leurs chiffres qu'ils ont donnés pour 2022. Mais comme toutes les entreprises, ils mentionnent un manque de visibilité pour 2023. Si on regarde une dernière entreprise et on change de secteur, hein, c'est Novo Nordisk, leader dans le traitement du diabète. Novo Nordisk, c'est 55 de part de marché, sur le segment du diabète. Ils sont en duopole avec une entreprise américaine qui s'appelle Eli Lilly, 44 de part de marché pour Eli Lilly. Donc vraiment, à eux 2, ils ont tout le marché. Et la croissance de Novo Nordisk, elle a été conduite par l'innovation. Et leur dernière innovation, c'est un médicament pour l'obésité. Heu, au niveau mondial, il faut quand même avoir en tête qu'il y a plus de 8 adultes, il y a plus de 1 adulte sur 8
qui est obèse, donc c'est énorme, le marché potentiel est énorme. Et l'année dernière, Novo Nordisk a eu son médicament, le Wegovy, qui a été autorisé aux États-Unis et qui a l'objectif de traiter des patients obèses ou en surpoids. Et c'est le premier médicament qui a été autorisé pour la gestion chronique du poids depuis 2014. Et voilà, cette innovation a payé puisque dans les résultats du troisième trimestre, ils ont pu monter leurs perspectives de profit et de croissance pour le reste de l'année grâce à ce médicament pour l'obésité et grâce à leur traitement pour le diabète qui fonctionne très bien grâce notamment à ce duopole qu'ils ont avec Eli Lilly. Donc voilà, plutôt des bonnes surprises en termes de résultats dans Grande Europe. Une fois encore lié à la rigueur du gérant Marc Denham pour sélectionner ces entreprises. Merci énormément, Axel. Merci pour cet éclairage de nouveau, justement, qui est très brillant. Je reprends les termes de Denis. Passons maintenant donc aux questions-réponses. Et il y en a. Alors peut-être deux questions d'actualité, Axel. La première concerne justement donc les midterms donc aux États-Unis. La question c'est éventuellement aujourd'hui comment vous regardez justement donc le sujet et comment vous vous positionnez en fait par rapport à cette actualité. Et la deuxième c'est justement donc la fameuse réunion du Parti communiste chinois, donc le fameux congrès du Parti communiste chinois. Là-dessus également, quel enseignement en avez-vous tiré éventuellement? Alors oui, ça a été une actualité assez politique sur les dernières semaines. On a eu l'élection au Brésil, on a eu l'élection, Ouais, les midterms américaines, donc qui sont en cours. ouais. La surprise, il y a plutôt une bonne surprise qui a l'air de sortir de ces midterms, où tout le monde s'attendait à une très large victoire des républicains et il se pourrait que finalement ce soit plus équilibré que ce qu'on ait initialement pensé. Pourquoi c'est important? C'est parce que, on le sait, on a une banque centrale qui est extrêmement restrictive. On a un consommateur, enfin des entreprises et un consommateur américain qui va être de plus en plus sous pression avec l'inflation et donc, on pourrait avoir besoin, si on rentre en récession, d'un peu de stimulus budgétaire de la part du gouvernement américain. Mais pour avoir l'accord sur ce stimulus budgétaire, il va falloir qu'on ait, les démocrates qui gouvernent ensemble parce que si on a une opposition démocrate, républicain, c'est un peu comme en France, c'est très vite bloqué et donc qu'est-ce qui se passe? On a un risque d'absence de stimulus et donc, d'une récession encore pire que ce qu'on attend. Donc potentiellement quelques meilleures nouvelles, mais voilà, c'est encore un petit peu tôt, on n'a encore pas tout à fait les derniers résultats. Sur, le congrès du Parti communiste chinois, Jemray va en parler la semaine prochaine. Elle va faire un focus là-dessus, c'est notre experte, Oui, Chine. c'est bien, bah, Mais les premiers, alors la première réaction des marchés a été très négative. Très négative parce qu'en fait, Xi Jinping a les pleins pouvoirs. Vraiment, c'est la conclusion de ce congrès. Il a les pleins pouvoirs et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Donc ça a fait un petit peu peur au marché, un petit peu peur que le pays se referme encore plus sur lui-même. En plus, il avait donné des premiers signes sur la politique zéro Covid en disant qu'il allait plutôt la maintenir. Bon, apparemment, on ne sait pas si c'est la baisse des marchés, si on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a eu l'air d'avoir plutôt changé d'avis, la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a eu en plus le rebond chinois. Mais voilà, mais Jemray va vous la semaine prochaine, c'est comme ça fait un petit teasing pour Jemray la semaine prochaine, vous décrire tout ça bien en détail. un clin d'œil à J'aimerais du coup. Alors, d'autres questions pour ne pas faire trop long. Donc, la première concerne, donc c'est une question de Denis qui dit que on dit que la bourse anticipe les marchés. La chute récente du CAC 40 anticipe-t-elle une baisse de croissance ou au contraire, il faut tenir compte du rebond du CAC 40 récent pour relativiser la baisse de la croissance en question, justement? Alors, normalement, les marchés effectivement anticipent. Heu, parce que si on regarde les chiffres, enfin, si on regarde les bénéfices des entreprises sur l'année 2022, ils vont sortir en hausse et même en très belle hausse pour les marchés européens. Ce qui reflète pas du tout la la baisse des enfin, alors que ce qui est un peu surprenant quand on voit la baisse du CAC 40 depuis le début de l'année et la baisse des indices européens. On le sait, la baisse des marchés, a été dans un premier temps uniquement liée à la politique des banques centrales, à la hausse des taux, et donc aux perspectives d'inflation. Ça a été le principal mouvement des marchés financiers. Aujourd'hui, les marchés, quand on regarde même les perspectives, les anticipations de bénéfices pour 2023, elles sont encore un peu élevées. Je crois qu'en Europe, on s'attend à 0 pour
pour 2023 de bénéfices, de croissance des bénéfices, ce qui est, il nous semble encore un petit peu optimiste. Si vraiment on rentre en récession, si vraiment tout ce qu'on vous explique depuis des mois se matérialise, on risque d'avoir plutôt des chiffres de croissance négatifs. Donc on risque d'avoir des révisions à la baisse et ça pourrait être quelque chose qui continue de peser sur les marchés actions européens sur les prochains mois. Aujourd'hui, on a un rebond. Oui, clairement, on a eu un fort rebond. Alors ce fort rebond, il trouve sa source dans le fait qu'on était arrivé dans un pessimisme extrême. On avait déjà beaucoup de mauvaises nouvelles qui étaient intégrées dans les cours. Heu, on a eu la bonne nouvelle de la Banque centrale européenne qui a dit: «Je vais peut-être pas aller aussi loin que ce que vous anticipez, je vais commencer à un peu regarder ce qui se passe». Donc ça, c'était un peu un soulagement. Donc on voit ça vraiment comme un rebond de technique. En fait, quand on regarde historiquement et je crois que c'est Kevin qui en a déjà parlé, quand on a une tendance baissière, on a des forts rebonds techniques. On en a eu un cet été. Là, on est clairement dans un. Est-ce qu'on pense qui c'est un changement de tendance? Non, pas encore parce que, notamment, on pense qu'on va avoir plus de révisions négatives de la part des entreprises. On pense qu'aujourd'hui, on est encore trop optimiste. Il y a encore quelques mauvaises nouvelles à venir. Donc oui, on va avoir un rebond technique. Combien de temps il va durer? Malheureusement, j'ai pas encore ma boule de cristal, mais on pourrait repartir d'ici quelques semaines, quelques mois dans cette tendance baissière, pour finir cette grande tendance baissière qu'on a démarrée au mois de mars. Entendu, Axel. Bon, pour ne pas faire trop long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci énormément à toi, vraiment. Merci à vous. Merci pour justement donc, ton expertise qui est toujours très, très agréable à écouter. Il y avait une question de la part de Denis qui nous disait, qui nous demandait justement, est-ce qu'il faut s'inscrire en fait pour les différentes sessions du mercredi? Oui, avec notre nouveau logiciel, eh bien en fait, effectivement, il faut de nouveau vous inscrire. Alors c'est le même lien. Ça reste le même lien en fait justement à chaque fois, mais pour toute nouvelle session, vous avez en fait justement cette obligation de nouveau vous inscrire pour vous manifester. Maintenant, ce qui est également certain, c'est que à la fois par rapport au replay et à la fois par rapport en fait aux annonces justement donc des prochaines sessions, je n'hésiterai pas éventuellement à vous solliciter et à vous envoyer justement donc un message pour vous rappeler que voilà qu'on est là et qu'on est heureux de vous retrouver tous les mercredis avec l'équipe de Carmillac.